Deux invités à suivre dans le Grand Angle, Salomé Berlioux et Erkki Maillard, les auteurs d'une enquête sur les invisibles de la République, sur cette jeunesse sacrifiée de la France périphérique, des petites villes, des zones pavillonnaires ou des espaces ruraux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Salomé Berlioux, vous êtes diplômée de Sciences Po, de Normal Sup et de la Sorbonne, un parcours qui n'était pas écrit d'avance, on va y revenir. Erkki Maillard, vous êtes diplomate de carrière, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels et aujourd'hui vous êtes directeur des relations internationales du groupe EDF. Alors vous publiez à deux Les Invisibles de la République ou comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique et vous avez créé d'ailleurs ensemble l'association Chemin d'avenir. Pour lancer ce grand angle, je voudrais lire le premier paragraphe de votre livre, je trouve, qui résume parfaitement le sujet du livre. Donc c'est une jeunesse oubliée, vous écrivez, à l'abandon. Notre jeunesse, celle de la France dite périphérique, près de 2 jeunes sur 3 y cumulent les difficultés, l'isolement qu'ils subissent sabote toute cohésion sociale, favorise la montée des extrêmes, met en péril la République. On peut dire que le constat est assez dur et même pessimiste. Oui, effectivement. En tout cas, on a vraiment cherché à attirer l'attention collectivement sur ces jeunes-là. Comme vous le dites, il s'agit de millions de jeunes Français qui habitent dans ces territoires, qui cumulent les obstacles. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux à la fois au niveau individuel parce que ça veut dire qu'ils n'auront pas les mêmes chances que les jeunes qui grandissent dans le cœur de Lyon, de Bordeaux ou de Paris de se réaliser. Et c'est aussi dangereux pour la cohésion nationale. Qui sont ces jeunes invisibles, ces jeunes laissés pour compte, sacrifiés de notre République ? Ces jeunes, ils sont très nombreux, puisque vous l'avez dit, ils sont plus de 1 sur 2, près de 2 sur 3, et ce sont des jeunes qui vivent loin des grands centres métropolitains, là où il y a la croissance économique, les opportunités culturelles, académiques. Donc tous ces jeunes, ils sont dans une situation de départ qui n'est pas la même que celle des jeunes qui vivent au centre de Lyon, de Bordeaux ou de Toulouse. Comment vous l'avez conçu ce livre? Comment vous avez, je dirais, nourri votre réflexion pour l'écrire? On s'est beaucoup fondé notamment sur le travail de l'association puisque c'est la 3e promotion de jeunes de ces territoires qu'on accompagne. Et donc on a rencontré beaucoup de jeunes eux-mêmes, mais aussi leurs parents, leurs chefs d'établissement, leurs professeurs. Pas partout en France, mais notamment dans les 4 académies dans lesquelles on est présent actuellement, bientôt 5. Et puis aussi on a poussé notamment dans le sud de la France et dans le nord où on n'est pas encore présent avec l'association. Et donc c'est beaucoup nourri de témoignages avec une vraie partie centrée sur le constat qu'on pose et aussi des solutions. Vous êtes tous les deux originaire de cette France périphérique? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous, oui? Oui, moi absolument. Moi, pas du tout. Alors, quel est votre parcours? Donc moi, j'ai grandi dans l'Allier et j'ai passé mon baccalauréat ensuite dans la Nièvre et j'ai rencontré beaucoup des obstacles dont on parle dans le livre, notamment les questions d'information. Je me souviens très bien que quand j'étais collégienne et lycéenne, il y avait tout un tas de voies qui me paraissaient, dont je n'avais jamais entendu parler et qui, dans un deuxième temps, me paraissaient inaccessibles. Les questions financières aussi. J'étais boursière sur critères sociaux pendant toutes mes études. L'autocensure. Puis quand j'ai débarqué à Paris, je me sentais assez illégitime et c'est resté pendant très longtemps par la suite. Illégitime à ce point-là? Illégitime, oui, c'est ça. Je pense que l'autocensure, c'est un des ressorts psychologiques que rencontrent beaucoup des jeunes qu'on accompagne. Et pour vous, Erkki Maillard, comment un diplomate de carrière s'est engagé dans cette aventure? Moi, je suis venu à m'intéresser à ces territoires et aux gens qui y vivent en fait par l'Europe, qui est effectivement mon métier de départ, parce que le référendum perdu de 2005 sur la Constitution européenne a été vraiment un choc. Et je me suis dit que je ne comprenais pas le pays que je représentais à l'étranger. Vous avez été en poste en Belgique d'ailleurs? J'étais en poste, je suis allé souvent en Belgique, je n'ai pas été en poste là-bas. Et je ne comprenais pas les ressorts profonds qu'il y avait. Et petit à petit, au fil des lectures, et puis après au travers de l'action de l'association, je me suis mis à regarder de plus près et à essayer de comprendre ce qui se passait sur ces territoires. Ces jeunes qui vivent dans des petites villes ou dans le monde rural, on peut dire, vous le dites d'ailleurs, ils sont marqués par un déterminisme territorial, c'est ça qui les qualifie? On pense que notamment ce qui les singularise et ce qui fait qu'il y a une espèce de communauté de destin entre un jeune qui grandit dans les Vosges ou un jeune qui grandit dans la Creuse, c'est cette espèce d'accumulation d'obstacles. C'est pas un obstacle, c'est pas uniquement les questions financières, même si évidemment elles existent et ô combien dans ces territoires, mais ça va être aussi les questions de mobilité. Partir de chez soi ne va pas forcément de soi, ça va être l'autocensure avec un côté telle voie n'est pas faite pour moi. Ce mot d'autocensure revient souvent dans le livre.
Comment ces jeunes s'auto-censurent-ils? Ils n'y croient pas dès le départ? Ils veulent pas le savoir? Oui, alors on peut vous donner un exemple. On en cite plusieurs dans le livre. Et d'ailleurs, on reçoit, depuis que le livre est sorti, une semaine, beaucoup de témoignages qui nous disent que des centaines tous les jours. C'est le cas, par exemple, d'une jeune fille qui est une brillante élève, qui vit dans le sud de la France, à Cerbère. Et elle est intéressée par les études médicales. Mais elle se dit que faire des études de médecine, c'est aller à Montpellier, c'est à 2 heures de train, c'est loin. Donc il y a la distance. Il faut prendre un logement sur place. Et ses parents n'ont pas forcément les moyens. Il y a des frères et sœurs qui sont aussi là. Et puis elle ne connaît pas de médecin. Elle ne connaît pas le parcours dans le détail pour faire les études de médecine. Et au bout du compte, elle se dit, c'est pas pour moi, effectivement. Et elle le dit, ce que disait Salomé, elle se sent illégitime pour faire ce métier. Pas autorisée à rêver de telle filière, pas autorisée à rêver de tel métier. Ils s'autocensurent en fait par peur souvent, par peur ou par défaut en fait. Ça peut être une orientation par défaut, notamment cette jeune fille, elle va être infirmière et ça peut être formidable d'être infirmière, mais dans son cas on voit bien que c'est parce que c'est plus proche et ça lui paraît plus accessible. Pourquoi vous écrivez que ces jeunes sont dans des bulles éducatives et pas dans la vraie vie? C'est ce que vous... Alors ils sont dans la vraie vie, évidemment, mais ce qu'on dit, et il y en a de multiples témoignages, que ce soit des professeurs ou des élèves, qui disent que le niveau général des établissements dans lesquels ils ont étudié était inférieur à celui qu'ils ont connu ensuite quand ils sont, par exemple, partis dans les lycées des grandes métropoles. Et que le décalage par la suite peut être assez violent pour eux. Ça ne veut pas dire que les profs n'y sont pas très bons, ça ne veut pas dire que le programme est différent, mais ça veut dire qu'effectivement, un jeune qui grandit dans l'Allier et qui ensuite tout à coup va à Lyon pour faire ses études, il va ressentir un décalage qui sera un décalage scolaire, mais aussi de code, de façon de présenter les choses, de connaissance de l'actualité, ce genre de choses. D'accord. Alors, cette association Chemin d'avenir, vous l'avez créée il y a combien d'années? Presque 3 ans maintenant. D'accord. Et comment est-ce que ça fonctionne? Donc ça fonctionne sur un système de parrainage pour informer, accompagner et promouvoir les jeunes. Aujourd'hui, il y a 500 jeunes qui sont accompagnés avec 500 parrains et qui vont... Des parrains qui sont des actifs? Qui sont des jeunes actifs ou moins jeunes actifs d'ailleurs, qui vivent dans un territoire différent de celui du filleul et par une méthode qui a été élaborée avec des professeurs, avec aussi des associations qui s'occupent de jeunes de banlieue. On construit tout un parcours pour que ces jeunes prennent le temps de réfléchir à leur orientation et les outils, travaillent sur leur centre d'intérêt, réfléchissent à ce qu'ils veulent faire plus tard. De façon à construire un parcours qui est à la fois leur parcours académique, pré-professionnel, citoyen. Et puis l'association, à côté du parrainage individuel, donne accès à ces jeunes à des opportunités en plus, des offres de stage, leur donne accès à de l'information en plus, des ateliers dans leurs établissements. Voilà, c'est ce que vous avez développé dans le concept de carré magique. Expliquez-nous ce que c'est ce carré magique que vous mettez en œuvre, je dirais, dans votre association. Oui, l'idée c'est de dire que évidemment ces jeunes sont aussi capables que les autres, aussi volontaires, qu'ils ont autant d'envie, que ces territoires aussi peuvent leur permettre de s'impliquer, de faire des choses sur leur territoire, d'avoir des engagements. Il ne s'agit absolument pas, bien au contraire, de dire que ces territoires ont moins de potentiel, mais il s'agit de dire qu'il faut que ces jeunes aient autant d'outils que les autres pour pouvoir se réaliser. Et donc, petit à petit, on les incite à développer un engagement associatif chez eux, à s'informer autrement. Le parrainage fait aussi qu'ils vont petit à petit moins s'auto-censurer pour en revenir là. Ça ouvre le champ des possibles pour eux. Par exemple, un jeune qui est avocat et dont la marraine est avocate, un jeune qui rêve de devenir avocat et dont la marraine est avocate, tout à coup, il va pouvoir s'autoriser à rêver à ce métier-là, avoir plus d'informations sur les métiers du droit et avancer petit à petit dans cette direction. Non, et ce qu'on dit dans ce livre, et comme vient le décrire Salomé, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de solutions qui sont des solutions assez simples et qui coûtent pas cher. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu écrire le livre. C'est à la fois, et pour ceux qui nous regardent, y compris loin de la France métropolitaine, on décrit la France, effectivement, des petits villages et des petites villes, mais on essaye de... Ce n'est pas la France des banlieues urbaines, c'est pas un livre sur les banlieues. C'est pas un livre sur les banlieues, c'est un livre sur la France qu'on appelle effectivement périphérique, et considérant que la situation actuelle, effectivement, est dangereuse, on veut aussi mettre sur la table des solutions, et des solutions qui sont des solutions, pour certaines, qui sont très simples, qui coûtent pas cher, mais qui sont très efficaces. Quand vous dites solution, vous parlez par exemple de la création d'une agence pour la jeunesse de la France périphérique, ça n'existe pas? Non, ça fait partie des solutions qu'on propose dans ce livre avec d'autres. Vous êtes entendu par les pouvoirs publics?
Ça commence. Mais l'idée, c'est que c'est la responsabilité de tous. C'est à la fois, ce sont des solutions qui sont dans les mains de chacun de vous, de gens qui nous écoutent parce qu'ils peuvent être parrains, des associations, mais aussi des pouvoirs publics parce que c'est une question d'égalité des chances. Ouais. Donc c'est une question politique. Oui, justement, on sait pour qui votent ces jeunes de la France périphérique? Il n'y a pas d'études particulières centrées sur la jeunesse de ces territoires. Après, à l'échelle du pays, on sait bien que les jeunes ont voté plutôt majoritairement pour les extrêmes. Ouais. En revanche, effectivement, ce qu'on dit dans le livre aussi, c'est que cette situation-là, le fait d'avoir tant de jeunes qui peuvent se sentir relégués, non pris en compte et qui peuvent avoir l'impression de ne pas se réaliser, de ne pas pouvoir aller aussi loin que leur potentiel le leur permettrait, ça peut avoir des conséquences politiques, bien sûr, pour le pays. Des questions qui devraient d'ailleurs se retrouver, il y a le débat national justement en cours. On espère que ces questions qui sont fondamentales, parce qu'elles concernent 60% des Français, hein, d'après le livre, se retrouver dans ce débat. On peut dire que d'une certaine manière que les Gilets jaunes, ce sont les parents de cette jeunesse périphérique? Oui, sans aucun doute, il y a des parents de ces enfants qui sont des gilets jaunes. On ne veut pas les caricaturer et les enfermer dans une case, mais ce qui est vrai, c'est que la France qu'on a vu sortir et s'exprimer dans la crise des gilets jaunes est très largement la France qu'on décrit dans ce livre, Les Invisibles de la République. Et le livre est d'ailleurs peut-être une façon de comprendre cette crise un peu autrement et peut-être aussi d'anticiper la suite, parce que cette jeunesse-là, c'est aussi pour ça qu'il faut la voir et la prendre en compte pour que tout ça ne se reproduise pas dans quelques décennies. Votre livre, il est lu dans les cabinets que vous avez fréquentés? On l'a envoyé en tout cas. On l'a envoyé, on l'espère. Merci beaucoup à tous les deux. Un livre passionnant parce que justement, il parle d'un sujet, ça doit être un des premiers livres d'ailleurs sur ce sujet, la jeunesse sacrifiée de la France périphérique, Les Invisibles de la République, aux éditions Robert Laffont. Merci Salomé Berlioux et Erkki Maillard d'être venus en parler dans le 64.